Des trésors inestimables, vieux de plusieurs millénaires. Des pilleurs de tombes s'en emparent pour les vendre. Afghanistan, Égypte, Irak. Dans ces pays, des antiquités sont déterrées et vendues en toute illégalité dans des pays occidentaux. Et cet argent sert à financer la guerre. Des groupes rebelles échangent des antiquités contre des armes. Quand on voit la destruction de son pays, ça fait très mal au cœur. L'Afghanistan. Ce pays n'est pas seulement synonyme de guerre et de souffrance. C'est aussi un pays d'une grande beauté, riche d'une très longue histoire. L'homme a colonisé ces plateaux arides voilà 5000 ans. De nombreux peuples se sont installés ici, au pied du massif de l'Hindou-Kouch. Leurs traditions se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Le site archéologique de Cheshme Shafa se trouve dans le nord de l'Afghanistan. Le peuple qui vivait là a connu son apogée il y a 4000 ans. En 2009, des archéologues français ont fouillé ce site. C'est Roland Besenval qui dirigeait l'expédition. Nous avons découvert ce site de Cheshme Shafa, qui contrôle la grande route, l'ancienne route qui assurait la circulation entre le nord de l'Afghanistan, la Bactriane, et qui allait vers l'Inde. Voilà, donc c'est par là qu'Alexandre le Grand est rentré de Bactriane après sa conquête en Asie centrale. Bonjour Zia, ça va et toi? Il y a beaucoup d'influences étrangères et autres, de circulation, pas seulement. Bon, ça a été un lieu de carrefour. On a des influences de tous côtés, quoi. Donc c'est ce qui a fait la richesse de cette archéologie afghane. Qu'en Afghanistan, il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que les talibans, mais il y a aussi une richesse qui est bien ancrée dans le pays et qu'il faut sauvegarder. Le riche passé de l'Afghanistan attise les convoitises. Les sites archéologiques sont souvent pillés sauvagement. Bon nombre d'objets remarquables sont ainsi détruits. Comme cet hôtel du feu, une pièce unique qui date de la période pré-islamique. Cette pierre peut être donc pré-islamique. Ça a des périodes achéménides ou sassanides, donc c'est du 5e siècle avant notre ère. C'est, à ma connaissance, le seul exemplaire de ce type qui a été retrouvé donc en Afghanistan, mais également en Iran. Donc c'est une découverte extrêmement importante. Ce gros bloc-là de pierre, en fait, ça vient de cet angle-là. Et donc il est tombé. Et en fait, vous aviez la limite des fouilles clandestines qui est juste là, donc en bordure de cette pierre. Donc on a retrouvé pareil des tessons l'année dernière, des tessons islamiques anciens. Donc ici, on retrouve au niveau supérieur du chantier, qui montre en fait que tout a été bouleversé puisqu'il s'est retrouvé jusqu'au pied de l'autel. C'est vraiment dommage. Il avait été creusé tout autour, jusqu'à sa base et même un peu en dessous, par des pilleurs qui cherchaient sans doute, d'une part, à savoir ce que c'était, puis voir s'il n'y avait pas des découvertes faciles à faire. Quand les archéologues commencent des fouilles sur un site, ils sont souvent précédés par des pilleurs qui ont détruit à jamais des informations inestimables. Un objet que vous trouvez dans le sol, une poterie, un
reste de mur, eh bien, ça vous donne plein d'informations parce qu'on arrive à savoir de quelle époque il est, quels étaient les objets associés, etc. Justement, le problème des pilleurs, c'est que quand ils font des trous, ils ne s'embarrassent pas de cela, parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils pourront vendre plus tard. Leur but n'est pas l'histoire, c'est le commerce. Et ces trésors archéologiques issus de fouilles sauvages finissent souvent en Europe. De riches collectionneurs à Paris, Londres ou Munich n'hésitent pas à délier leur bourse pour acquérir ces objets rarissimes. Arthur Brand est expert en antiquité et en objets d'art. Il est en train d'évaluer des pièces de monnaie antiques envoyées par un marchand qui veut vérifier leur authenticité. Il tente aussi de découvrir leur provenance et d'identifier des réseaux de contrebandiers et de revendeurs. Beaucoup de pays dans le monde ont une histoire très riche. Il y en a en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud ou encore en Europe. D'un côté, vous avez un pays dont le sous-sol regorge de richesses. Et de l'autre, une population pauvre, un pays pauvre. Si les autorités n'administrent pas bien un pays, la corruption est généralisée et le gouvernement est faible. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour que les sites archéologiques soient l'objet de fouilles clandestines. Les vols d'antiquités, comme tous les crimes similaires, sont toujours liés à l'argent. Mais où vivent les riches ? Où vivent les gens intéressés par l'acquisition d'antiquités et capables de les payer ? On pense tout de suite à New York, Zurich, Londres, Paris, Munich. Voilà les lieux où atterrissent ces objets. Pour ses premières enquêtes menées en 2009, nous avons suivi Arthur à Bruxelles. En prenant la capitale belge comme exemple, il voulait nous montrer la mécanique du commerce des antiquités. Les trésors pillés se vendent partout dans le monde. Mais Bruxelles est un des hauts lieux de ce commerce. Bruxelles offre plusieurs avantages. Cette ville occupe une position stratégique en Europe. Du fait de la présence de l'Union européenne, il y a beaucoup de diplomates et de gens riches. Collectionner de l'art est une marque de standing. Et les diplomates sont souvent collectionneurs. Le commerce des antiquités est très florissant. Les acheteurs fortunés ne manquent pas. La plupart ne se soucient guère de savoir si un objet est le fruit d'un pillage. Ici, regardez cet objet. Il reste du sable collé dessus. Si cet objet avait fait partie d'une collection ancienne, on ne verrait plus de sable. Cet objet a été déterré il y a donc peu de temps. Arthur Brand nous en fait la démonstration. C'est Afghanistan? Yes, huh? This is an old piece, an old collection? The old piece collection, yes, private collection in Belgium. Private collection of Belgium? Yes. So you are sure that it was not unearthed a few years ago in Afghanistan during the war? It's impossible to sure exactly. You are not sure? No, I'm sure for these pieces, but it's impossible to think exactly this piece is not taken before in Afghanistan. So, but how are you sure about this piece? Because because the desert sand is still on it. Yes, because it's not an argument for this. No. Why is the desert sand? Okay, maybe if you want these pieces, if I take in Afghanistan, but so you are not sure. Yeah, I'm not sure exactly. You are not sure. Okay, that's fine. Thanks to tell the truth. Okay. Well, thank you.
Arthur Brand nous conduit ensuite dans une autre boutique qui, selon lui, vend des antiquités issues de pillages. Ja, nou ja, het straalt je tegemoet, de smokkelwaar. Mais la propriétaire des lieux nie fermement. Well, you have pieces here that, in my opinion, could have been digged up a few months ago in Afghanistan or other places. No, I don't think so. And I would personally never take anything out of a country where it is forbidden. I've been traveling for many, many years. Never, never, never I would have taken out an object. Un peu plus tard, nous envoyons dans la même boutique un collègue équipé d'une caméra cachée. En Belgique, la première qui avait des pièces comme ça, c'est il y a des années. Et vous avez acheté où ça? Monsieur, un objet qui vient d'Afghanistan a été enlevé là-bas. C'est clair et net. Hein? Tous les objets? Tous, naturellement. Il y a des traces de l'excavation. Il y a touché des trucs, des haches, quelque chose. Non, c'est pas un archéologue qui a excavé. Les marchands sans scrupules acquièrent leurs marchandises dans un pays plongé dans une profonde crise. L'Afghanistan est en prise à la guerre et aux troubles depuis 35 ans. Tout commence en 1979, avec la révolte contre l'envahisseur russe. Après le départ des troupes soviétiques en 1988, le pays sombre dans la guerre civile jusqu'en 1996, lorsque les talibans prennent le pouvoir. Depuis 2001, des troupes internationales sous le commandement de l'OTAN sont stationnées dans le pays. Ces troubles ne facilitent pas le travail des archéologues. Roland Besenval ne se déplace jamais sans un revolver. En cas de petit incident, ça peut aider par moment, mais j'espère à ne jamais avoir à m'en servir. Le seul problème que nous avons eu, c'est au Wardak. Donc là où attaque de la base et bon, des mines qu'on nous a posées sur la route. Voilà, mais qui n'ont pas marché. Besenval nous conduit à Tepe Zargaran, dans le nord de l'Afghanistan. Il y a 2000 ans se dressait ici une cité. Il n'en reste aujourd'hui que quelques vestiges. Vous voyez l'exemple typique des sites d'Afghanistan, c'est-à-dire un site pillé. Les pilleurs se sont acharnés sur ce site pendant de nombreuses années et ça ressemble à un endroit qui a été bombardé. C'est-à-dire que tous les trous que vous voyez, ils sont descendus, donc ils ont fait des trous, ils sont descendus, ils sont partis en étoile à la base du trou pour piller plus largement. Pour nous, c'était un massacre scientifique total parce que nous perdons toute l'information archéologique concernant les niveaux pillés. On ne peut pas en faire grand-chose à part donner une date de par le matériel céramique qui traîne à la surface, qui vient de ces pillages. Mais on n'a pas une idée de la structure du site, on ne sait pas quel type d'architecture c'était. Il y a une perte d'information qui est de l'ordre de 90-95%. Donc pour nous, c'est difficilement exploitable. Bon là, je ne sais pas à quelle profondeur ils sont descendus. À Tepe Zargaran, le site où nous avons fouillé, on a retrouvé des galeries souterraines à 6 mètres sous le niveau du sol. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tout ça? On a réussi à se protéger au bout d'un certain temps, mais les premières années, c'était très dur. Bon, le pillage a été effectué tout d'abord par les villageois. Il faut être clair, c'est une économie, mais c'est vraiment une économie du désespoir. Même quand on rencontre des pilleurs sur un autre du site, je dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, j'ai pas de travail, c'est ça, rien faire à la maison, donc ils pillent. Des villageois nous montrent les objets qu'ils ont trouvés. Bouddha, qu'est-ce? Le
village de Tepe Zargaran compte aujourd'hui une centaine d'habitants, dont la plupart vivent dans un grand dénuement. Ça fait des décennies que les villageois déterrent des antiquités. Ils veulent se faire le plus d'argent possible avec les objets qu'ils trouvent. Ils le font pour pouvoir nourrir leurs enfants. Ils ne font pas ça par plaisir. S'ils n'étaient pas désespérés, jamais ils ne feraient ça. Ils ne se donneraient pas tous mal, mais ils n'ont pas le choix. Tout ça, c'est à cause de la guerre et de la révolution. 4 frères de mon père ont été tués. Et 2 frères de ma mère. On a tellement de problèmes ici. C'est difficile de dire combien un objet peut nous rapporter. Ça peut aller de quelques centaines de dollars à 1000 dollars. Quand on a beaucoup de chance, on peut même toucher plusieurs milliers de dollars. Une famille du village nous montre les objets qu'elle a déterrés sur le site. C'est un véritable trésor. La pièce la plus précieuse est une vasque carrée à laquelle nous nous intéressons plus particulièrement. On ne va pas tous les jours sur les sites. On fait ça peut-être tous les 2 ou 3 mois après une forte pluie ou des inondations. Il ne faut pas croire qu'on trouve toujours des objets quand on fait des fouilles. C'est pas possible. Tout le monde ne trouve pas des trésors comme ça. Ça dépend de la chance qu'on a. Un jour, il y a eu un terrible orage. La pluie a emporté du sable et on a vu apparaître ces objets. La pluie les avait déterrés, on les a ramassés, tout simplement. Et la pierre? C'était pareil. Une partie dépassait du sable et on l'a déterrée. C'était après un très gros orage. En Europe, cette pièce antique pourrait rapporter plusieurs milliers d'euros. Nous voulons savoir comment fonctionne le commerce international d'antiquités de contrebande. Pour cela, nous retournons à Bruxelles. Arthur Brand, l'expert en antiquités, nous explique comment se répartissent les gains de ce commerce illicite. On a mené une enquête pour savoir qui se fait le plus d'argent avec ce commerce. Imaginez une pyramide. À la base, on trouve les villageois, les pilleurs de tombes qui touchent entre 1 et 5% de la valeur finale de l'objet. Ensuite, tous les intermédiaires et leurs contacts. Ils achètent les objets sur place et les revendent en Occident à des marchands d'antiquités. Les intermédiaires et les marchands empochent 90 à 95% du prix de vente final d'un objet. L'ampleur de ce marché illégal n'est pas facile à évaluer. On parle de sommes astronomiques. D'après des évaluations de la CIA, le chiffre d'affaires du commerce des antiquités volées tournerait autour de 6 à 8 milliards d'euros par an. Équipé d'une caméra cachée, nous rencontrons un collectionneur qui est prêt à acheter cette antiquité afghane vieille de 4000 ans pour la somme de 20 000 euros. C'est super ça, c'est magnifique. À un moment, on commence à tout regarder, et puis il faut refaire le vide dans sa tête et prendre la pièce sur laquelle on a eu un coup de cœur. Si vous avez eu un coup de cœur là-dessus, il faut partir là-dessus après. Même si on ne gagne pas d'argent, on ne fait pas de plus-value, on peut espérer ne pas en perdre. Je veux dire, on peut mettre son argent en bourse et puis en perdre la moitié. Ouais, c'est vrai, quand même. En immobilier, c'est pareil. Donc, au moins, là, on se fait plaisir. À quelques portes de là, nous découvrons une pièce de choix. Une tête de Bouddha, vieille de 2000 ans. C'est 40 000. Donc tout le visage était doré,
Et vous avez acheté où ça? Monsieur, vous devez faire le métier vous-même, hein? C'est mon métier. Ça m'intéresse. Mais ça, je ne le dis pas. Un marchand qui vous donne ses sources, ça, j'aimerais bien voir. La marchande ne s'embarrasse pas de considérations éthiques. Si vous dites je ne veux pas un objet volé, il ne faut pas une approche. C'est la mode maintenant, c'est politique. C'est seulement aujourd'hui qu'on fait beaucoup de choses pour être politiquement correct. Mais disons, aussi longtemps que vous n'achetez pas la Vénus de Milo ou la Mona Lisa, il faut laisser les choses un peu dans leur contexte. Je trouve qu'à un moment donné, dans l'histoire, l'Afghanistan va être très riche et très puissant, ils vont racheter leur patrimoine, c'est tout. Les Afghans n'auront jamais les moyens de racheter ces objets, d'autant que les prix ne cessent de grimper. Ce marché est en pleine expansion. Les antiquités volées seront toujours moins nombreuses que la demande, très élevée au niveau mondial. Beaucoup de collectionneurs rêvent de posséder un tel objet. Par conséquent, il n'y en aura jamais assez. Aujourd'hui, on en trouve un peu plus, parce que bon nombre de pays, avec des sites archéologiques, sont plongés dans une crise politique. En raison des guerres civiles, les gouvernements n'arrivent pas à exercer des contrôles. De plus en plus d'antiquités arrivent sur le marché. Alors oui, le marché est très florissant. Les polices européennes sont désarmées face à cette contrebande très organisée. La Belgique a désormais la réputation d'être une plaque tournante des antiquités volées. C'est un peu logique, car notre pays se trouve au centre de l'Europe occidentale. Mais en Belgique et aux Pays-Bas, le pouvoir législatif, le parquet, la justice et la police ne s'intéressent pas trop à ce problème. Ce commerce implique des cercles de la haute société qui n'ont pas du tout envie que les autorités s'en mêlent. Si on voulait vraiment faire le ménage, cela ferait tomber des personnes très haut placées. Beaucoup de membres de l'aristocratie possèdent des collections comprenant des antiquités maculées de sang, pour l'exprimer ainsi. Des trésors maculés de sang. Selon des rapports d'Interpol et du FBI, le commerce des antiquités est directement lié au financement de la guerre et du terrorisme. Une grande partie des milliards générés par la vente d'antiquités volées est récupérée par des groupes militaires. La majorité des antiquités proviennent de pays très instables, où le pouvoir est concentré entre les mains de groupes terroristes, comme les talibans en Afghanistan et le Hezbollah au Liban. Ces groupes ont bien compris que le commerce des antiquités est très lucratif. En fait, ce commerce finance indirectement des actes terroristes. Prenons un homme comme Mohamed Atta. Il pilotait l'un des avions qui s'est écrasé dans les tours jumelles en 2001. On sait aujourd'hui qu'il cherchait à financer des opérations avec l'argent gagné grâce à la vente d'antiquités afghanes en Allemagne. En 2005, le magazine allemand Der Spiegel révèle que Mohamed Atta est allé consulter un professeur d'art à Göttingen en Allemagne au printemps 2001. Il lui a dit posséder un grand nombre d'antiquités afghanes qu'il souhaitait revendre. Il aurait même voulu s'acheter un avion. Hormis Al-Qaïda,
D'autres groupes financent leurs activités avec la vente d'antiquités, comme les talibans par exemple. Dans les régions aux mains des talibans, les antiquités qu'ils récupèrent sortent clandestinement du pays. Les revenus qu'ils en tirent servent à financer leurs machines de guerre. C'est logique. Et c'est la même chose avec l'héroïne. Les antiquités, tout comme l'héroïne, sont simplement une source de revenus supplémentaires. Elle leur permet de poursuivre le combat. Je rencontre beaucoup de personnes dont je sais qu'elles ont des contacts avec des groupes comme le Hezbollah et Al-Qaïda. Ce n'est pas étonnant, car le berceau de notre civilisation se trouve là-bas. La Mésopotamie, l'Afghanistan, l'Égypte, l'Irak, tous ces pays regorgent d'antiquités. Quand vous marchez dans ces régions, vous marchez sur 6000 ans de culture. Vous pouvez presque sentir les antiquités vibrer sous vos pas, tellement elles sont nombreuses. Dans ces pays, les groupes islamiques au pouvoir font le commerce d'antiquités. Mais ils ne le font pas de bon cœur. Toute la culture pré-islamique est considérée comme haram pour les musulmans, c'est-à-dire impure, mauvaise. Donc il faut la détruire, comme c'est arrivé à Bamiyan, où les talibans ont fait exploser les immenses statues des Bouddhas. Plus récemment, le même scénario s'est reproduit au Mali, où beaucoup de choses ont été détruites aussi. Par ailleurs, ils savent que ces objets peuvent leur rapporter de l'argent avec lequel ils financeront leurs actions terroristes. Et donc, le plus souvent, ces objets sont vendus en Occident pour de grosses sommes d'argent. Les immenses Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan faisaient partie du patrimoine mondial. 5 mois avant les attentats du 11 septembre 2001, les talibans font exploser les statues avec des mines anti-chars. Comme les Bouddhas dataient de la période pré-islamique, ils devaient être détruits. En dépit de leur mépris pour les symboles des cultures non musulmanes, les talibans décident de se faire de l'argent avec les immenses statues. Peu après leur destruction, des fragments de Bouddha sont proposés à la vente en Europe. Le plus triste dans cette affaire, c'est que ces trésors remarquables, enfouis depuis des millénaires, datent des débuts de notre civilisation. Et ces objets rapportent aujourd'hui de l'argent à des groupes dont le seul objectif est justement de détruire notre civilisation. C'est lamentable. Ce dangereux mariage entre folie destructrice et appât du gain se retrouve dans d'autres régions en crise, comme en Syrie par exemple, où la guerre civile fait rage depuis 3 ans. À cause de la guerre civile en Syrie, le nombre d'antiquités qui sortent du pays est gigantesque. Ce problème a toujours existé en Syrie à cause de la corruption. Mais aujourd'hui, le phénomène est encore pire. Avec la guerre civile, tout le monde saisit la moindre occasion pour se faire un peu d'argent. Les membres corrompus du gouvernement d'Assad qui se battent aux côtés du Hezbollah contre les rebelles islamistes. Tout comme les rebelles qui font de la contrebande car ça rapporte de l'argent. Des antiquités sont échangées contre des armes. C'est devenu le Far West. La guerre civile en Syrie a commencé début 2011 par une vague de contestation pacifique contre le régime de Bachar el-Assad qui a rapidement dégénéré en conflit armé. Aujourd'hui, des centaines de groupes militaires s'affrontent. 150 000 personnes au moins ont déjà trouvé la mort. Et le conflit est loin d'être terminé. Quand on voit la destruction de son pays, c'est-à-dire de mon pays, c'est pas seulement le patrimoine, c'est l'être humain. C'est ce beau pays qui avait donc très riche par ses
région en tant que la nature, l'archéologie, les traditions, qui est en train de détruire et de brûler ce pays, certainement ça fait très mal au cœur. Cheikh Moussa Ali est archéologue. Né en Syrie, il connaît bien l'immense richesse culturelle de son pays. Avant la guerre, les touristes affluaient par milliers pour admirer Palmyre, ville-oasis plantée au milieu du désert. Ou le Krach des Chevaliers, une forteresse qui date de l'époque des croisades. Autre merveille, les souks de Damas et d'Alep. Les traces de plusieurs civilisations sont attestées en Syrie, des cultures, des religions et des civilisations depuis le préhistoire jusqu'à la fin de l'époque ottomane. Syrie, en un mot, on peut dire, c'est un musée à l'air, en fait, un musée complet de différentes périodes. Une bonne partie de ces monuments a été détruite, comme ici, le Krach des Chevaliers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ces images ont été mises à notre disposition par l'APSA, une association fondée par Cheikh Moussa Ali, dans le but de protéger le patrimoine de son pays. Ces images prouvent que des combats ont souvent lieu en plein cœur des sites antiques, comme ici, dans la célèbre mosquée omeyyade d'Alep, au printemps 2013. Autre fléau, les fouilles clandestines de grande envergure. Les différents groupes militaires syriens pillent sans aucun scrupule les sites archéologiques, comme celui de Mari, près de la frontière irakienne. C'est d'abord les habitants autour de ces sites, donc ce sont des pauvres, ils fouillent, ils creusent. Quand ils trouvent des objets, ils les vendent à des commerçants, soit des militaires de l'armée officielle, une partie aussi, ils peuvent creuser et vendre ces objets par la suite. Il y a des rebelles aussi, une partie des rebelles aussi qui peut participer. Et ensuite, il y a la mafia internationale qui peut intervenir aussi. Donc il y a 4 catégories en fait des gens qui profitent de ce trafic. Ces images aériennes du site archéologique d'Apamé illustrent à quel point les fouilles clandestines sont dévastatrices. Voici le site archéologique en 2011, avant la guerre civile. Et voici le même site en 2013. D'après les images, il y a plus de 14 600 fosses qui ont été creusées à Apamé. Vu que l'armée officielle elle est sur place et que n'intervient pas pour empêcher ces pilleurs à fouiller, je pense au titre personnel que les généraux qui dirigent l'armée à Apamé même, ils sont impliqués dans ces affaires, c'est-à-dire qu'ils sont d'une manière ou d'autre, ils bénéficient de ce trafic de pillage. Retour dans le nord de l'Afghanistan, à Mazar-e Sharif. Pour savoir comment opèrent les pilleurs, nous nous rendons dans le nord de l'Afghanistan, à la frontière du Turkménistan. Nous accompagnons Jamil et ses hommes. Ce sont des pilleurs de tombes professionnels. Ils connaissent les sites les plus intéressants. En cours de route, nous croisons des reliques bouddhistes. Mais Jamil continue jusqu'à une sépulture antique. Il espère y trouver un trésor. گوش کن به یک روایت 3600 سال منطقی بودایاست این قبرستانی بودایاست هر چیز که دم قبرشان این کافرها گور میگن فکرت است
این کدیکور میکرد که بون میگفته که اگه انکر و منکر آمدن نه میشه جایش هست یا برادر میره صوف میزنم برای انشالله کیستو در پاریس زندگی میکنیم ما و شما بخیر. Jamil et ses hommes cherchent l'entrée d'un tunnel qui passe sous la tombe. Ce tunnel a été bouché par les talibans qui en avaient sorti les objets les plus précieux. Avant, on faisait paître nos animaux ici, jusqu'au jour où les talibans sont arrivés. Ils ont creusé pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont creusé un long tunnel, mais on ne sait pas ce qu'ils ont trouvé. Certains prétendent qu'ils auraient trouvé une momie. Beaucoup de rumeurs circulent, mais les talibans n'ont laissé personne approcher du site. Les hommes finissent par dégager l'entrée du tunnel. Ils y pénètrent pour chercher la tombe. Nous sommes ici exactement au milieu de la chambre funéraire. Les talibans ont creusé un tunnel de 4 mètres de long. Ça n'a pas dû être facile, mais ils sont arrivés juste en dessous de la chambre funéraire. Les talibans n'ont rien laissé. Jamil et ses hommes ont creusé en vain. Tout est parti à l'étranger, à Paris, en Allemagne, en Amérique, au Canada et même à Moscou. On n'a rien trouvé aujourd'hui. Cette tombe a déjà été fouillée 4 ou 5 fois. Tout a commencé avec l'arrivée des talibans. Leur but était de vendre des objets pour se faire beaucoup d'argent. La vente à des étrangers leur a rapporté 100 ou 200 000 dollars. Ils vivent aujourd'hui encore de l'argent qu'ils ont gagné avec cette tombe. C'est ça qui détruit notre pays. Les talibans sont aussi venus chercher des trésors dans le village de Tepezar-Garan. Les rebelles ont frappé à toutes les portes et ont confisqué les antiquités déterrées par les villageois. Quand les talibans ont pris le pouvoir, ils sont venus ici avec leurs hommes et ils ont commencé à faire des fouilles. Leurs chefs et leurs mollahs ont trouvé beaucoup d'objets. Les villageois qui voulaient faire des fouilles ont été arrêtés. Et si quelqu'un s'aventurait trop près du site de fouilles, il était aussitôt emprisonné. On n'avait même plus le droit de traverser les champs. On ne pouvait que se déplacer sur la route. Aucun villageois n'avait le droit de travailler sur le site de fouilles, ni d'emporter des objets antiques. Les villageois ont caché tout ce qu'ils ont pu. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils osent nous montrer leurs trésors, comme cette pierre sculptée de grande valeur. Cette pierre est très ancienne, on ne l'a jamais montrée à personne. Nous achetons la pierre pour 300 $. En Europe, nous l'aurions payée 10 ou 20 fois plus cher. Nous l'emportons comme un pas pour des contrebandiers et des marchands afin de découvrir comment fonctionne le trafic d'antiquités. Au moment de partir, d'autres villageois viennent nous proposer les objets qu'ils ont trouvés. Nous nous rendons avec notre pierre à Mazar-e-Sharif, la plus grande ville du nord de l'Afghanistan. C'est ici que les habitants des campagnes viennent vendre les objets qu'ils ont déterrés. Mais ça ne rapporte jamais gros. Cet homme âgé essaie de gagner une poignée de dollars avec des céramiques anciennes. C'est très vieux? Ça doit avoir près de 2000 ans. Vous l'avez payé combien? 3 $. Combien en voulez-vous? 5 $.
Pour les antiquités, les grosses transactions se font à l'étranger. Nous nous rendons à Jalalabad, une ville afghane située non loin de la frontière pakistanaise. Nous voulons montrer notre appât à des contrebandiers spécialisés dans le transfert d'antiquités au Pakistan. D'ici, les objets sont transportés en Europe ou aux États-Unis. Ce sont ces hommes qui organisent le transport. J'ai des personnes qui font des fouilles pour moi. Je leur achète les objets qui m'intéressent et je les revends. Je mets ces objets sur le marché. Avant d'expédier des objets en Occident, les contrebandiers envoient des photos aux clients potentiels pour évaluer leur motivation. Voici une pierre très ancienne. Elle est couverte de décorations. En pashto, on appelle cette pièce kaudori. On ne se rend pas bien compte de la beauté des ornements. On montre toujours une photo aux acheteurs potentiels. Dès qu'un client mord à l'hameçon, l'objet est transféré à Peshawar, au Pakistan. On cherche ensuite un intermédiaire au Pakistan. On lui propose un pourcentage et on prend une commission. On n'a jamais de contact direct avec les étrangers. C'est l'intermédiaire qui s'en charge. On remet les objets à des personnes de confiance au Pakistan qui entretiennent de bons contacts avec les services secrets pakistanais. Et ces services secrets ont de bons contacts avec les pilotes qui touchent aussi un pourcentage. Voilà comment on sort les antiquités du pays. Sous les talibans, les affaires marchaient très bien. Mais depuis l'arrivée des troupes de l'OTAN, les contrôles sont plus stricts. D'après les contrebandiers, les talibans sont encore très actifs. Dans les régions qu'ils contrôlent, les talibans font toujours du trafic d'antiquités. Eux aussi envoient les objets à l'étranger. Nous lui montrons la pierre carrée en lui demandant s'il pourrait la faire passer clandestinement en Europe. Le relief est bien marqué. Ce genre d'objet vient le plus souvent d'Herat. Vous voulez la faire parvenir en Europe? Ça devra se faire par l'aéroport de Kandahar. On n'a plus de personnes de confiance à l'aéroport de Kaboul. On a eu des problèmes en voulant faire passer de l'héroïne. C'est pour ça qu'on passe maintenant par Kandahar. La situation empire en Afghanistan parce que les contrebandiers se sont professionnalisés. Ils font ça depuis un moment maintenant. Ils connaissent bien les rouages de ce trafic. Les itinéraires de contrebande sont de mieux en mieux pensés. Le pire, c'est que les terroristes ne sont pas les seuls. On rencontre beaucoup de douaniers corrompus. Ces employés participent activement à la contrebande d'antiquités. La situation ne cesse d'empirer parce qu'ils se perfectionnent en permanence. Et la situation pourrait encore s'aggraver. Il est très difficile de faire des prévisions. Mais je pense que la situation va empirer quand les troupes occidentales quitteront définitivement le pays. Les talibans reprendront le pouvoir dans différents secteurs. L'État afghan est très faible et mal structuré. Et le retour des talibans entraînera une augmentation de la pauvreté et de la corruption. Chaque année, les aéroports européens voient transiter 1,6 milliard de passagers et 17 millions de tonnes de marchandises. Les douaniers sont notamment chargés d'enrayer le commerce des antiquités. Mais leur mission est perdue d'avance.
Au fond, on est totalement impuissant. C'est tellement nouveau pour nous, on manque d'expérience. On manque cruellement de personnel pour faire le boulot. On a tellement de palettes à contrôler. On doit garder les objets douteux. Puis on prévient le destinataire que sa marchandise fait l'objet d'une enquête. On n'est pas assez nombreux pour faire tout ça. Il arrive parfois que les douaniers découvrent un colis suspect. Les problèmes ne font alors que commencer. On est obligé de faire appel à des experts. Ils doivent contacter l'ambassade et le pays d'origine des objets. Tout ça prend énormément de temps. Lorsqu'un colis est considéré comme suspect, la police entre en jeu. Mais ce n'est pas facile pour elle de déterminer si une antiquité a été acquise de façon illégale. Il est vrai que notre service est spécialisé dans le commerce illégal des antiquités. Mais je ne peux pas tout savoir sur les antiquités du monde entier. Le plus souvent, on doit nous aussi faire appel à des experts externes. On a déjà identifié des objets de contrebande, mais c'est rare. C'est tellement compliqué à gérer ensuite que parfois, on regrette de les avoir trouvés. Il n'est donc pas facile de faire passer des antiquités par la douane. Un marchand d'antiquités nous annonce par courriel qu'il vient de réceptionner un chargement de Bouddha. Nous le rencontrons dans son entrepôt au centre de Bruxelles. Ik geloof niet dat ik van alles een foto had gestuurd. Dat ook van Boeddha was er nog bij? Ja. Dat is wel heel zeldzaam. Hoeveel is deze? Normaal gezien 9.000, 9.500. Voor u is die prijs anders, maar onder de 8.000 gaan we daar niet veel aan kunnen doen. Tous ces objets proviennent du marché noir en Afghanistan. Et ils ont été sortis du pays avec la complicité de douaniers corrompus. Le marchand travaille avec un intermédiaire qui s'occupe des transactions. Die vriend van mij is nu langer dan 2 maanden en een half geweest, dus hij heeft het een en het ander klaar. Zo'n stuk, die vriend van mij, voor zo'n stuk gaat hij minstens tussen 500 en 800 euro moeten betalen als baksjes. Aan de douane? Ja. Dus je kunt gewoon zo aan de douane komen, je portefeuille boven? Nee, je moet wel iemand kennen, hè, want als je op de verkeerde valt, dan... Je hebt er ook die eerlijk zijn. Ja. En ik bedoel die niet onkoopbaar zijn. En dan kost het veel meer om uit de gevangenis te geraken. Dus het zit dan eigenlijk mee in de prijs? Ja. En dat wordt verstuurd ofwel via Bangkok, ofwel via Singapore, ofwel via Dubai. En dan komt dat hier terug. D'ici, les antiquités sont ensuite vendues à des antiquaires à travers toute l'Europe. Depuis 1970, une convention de l'UNESCO est censée mettre un frein au commerce des antiquités volées. Les antiquaires ont ainsi l'obligation d'attester l'origine des objets qu'ils vendent. Ce système est trop lourd, trop bureaucratique. Les décisions se prennent en haut, mais il y a trop peu de personnel pour les mettre en œuvre. Ce travail n'est jamais prioritaire. Ils rédigent de jolis rapports, mais tout ça ne les intéresse pas vraiment. Si les fonctionnaires n'interviennent pas, peut-on demander aux antiquaires de faire preuve d'éthique? Non. Pour moi, ce commerce ne s'arrêtera jamais. Ces trafics existent depuis l'Antiquité. La peinture des sarcophages n'était pas encore sèche que des pilleurs tentaient déjà de pénétrer dans les tombes des pharaons. À cette époque, les pilleurs faisaient fondre les objets en or et en argent. Aujourd'hui, le trafic d'antiquités se fait pour les objets eux-mêmes. Ils valent plus cher que leur poids en or ou en argent. On leur fait passer clandestinement la frontière pour les revendre. Ce marché est tellement colossal qu'il sera impossible de l'arrêter. Retour en Afghanistan, à Kaboul. Nous n'avons pas envoyé en Europe la pierre achetée pour mener notre enquête. Nous la portons là où elle aurait dû se trouver depuis bien longtemps,
au Musée national de Kaboul. It is a very nice piece indeed. Usually I think it's a part of the drainage system from a yard or something because you see the holes go down, yeah. It saves the bottom of a basin. To wash your hands here, it goes down. Le musée ayant été pillé au cours des dernières décennies, la place ne manque pas pour exposer le nouvel objet. Cette pièce est vraiment unique. Elle appartient peut-être à la période gréco-bactrienne ou Kushan. Elle a au moins 1500 ans. Voici mon message aux collectionneurs. Je vous en conjure, n'achetez pas et ne revendez pas ces œuvres. Elles appartiennent à l'Afghanistan. Le jour où vous cesserez d'acheter ces objets, les pillages de tombes cesseront aussi. C'est très important pour nous. Le vœu du directeur du Musée national de Kaboul ne sera jamais exaucé si les autorités en Europe et aux États-Unis, police, ministère public, justice, continuent de négliger le problème du trafic d'antiquités. Et tant que les trafiquants, les marchands et les collectionneurs pourront agir en toute impunité, le trafic des antiquités restera l'une des principales sources de revenus pour les groupes terroristes et leurs actions.